Projet définitif, 36 banques, 5 groupes industriels, 2 compagnies financières. Les Américains veulent reprendre la négociation sur les armes stratégiques. Le gouvernement allemand redoute une nouvelle vague de violence. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nationalisation, le processus en marche. Premier acte officiel ce matin, l'adoption par le Conseil des ministres du projet de loi. Un projet de loi qui, comme prévu, touche 5 grosses sociétés industrielles, la CGE, Saint-Gobain, Péchinet, Rhône-Poulenc, Thomson Brandt, ainsi que 36 banques françaises et 2 compagnies financières. Comme vous le voyez, les banques étrangères ne sont pas visées, contrairement à ce qu'avait recommandé le Conseil d'État. En revanche, 2 autres de ces avis ont été suivis. Un point technique sur les actifs des compagnies financières et puis une mesure plus concrète sur le mode d'évaluation des actions à indemniser. On va au-delà de la valeur boursière des titres. L'indemnisation sera équitable, a dit Pierre Béret-Beauvois, le secrétaire d'État, secrétaire général de l'Élysée, et personne ne sera lésé. Philippe Sassier. Oui, alors voyez-vous, voilà le projet. C'est un projet épais qui va être transmis au Parlement. Il fait 17 pages et il a 50 articles. Alors qu'est-ce qu'il faut dire ce soir? Eh bien, c'est un peu une journée historique, parce qu'une nationalisation, quand même, c'est un grand mouvement. Jamais un pays occidental aussi important que la France ne s'était rendu maître d'une partie aussi large de l'outil industriel et financier privé. Le chiffre d'affaires des 5 groupes industriels concernés frôle 193 milliards de francs, c'est à peu près un peu moins quand même de 3 fois le chiffre d'affaires de Renault. 650 000 salariés sont concernés, c'est à peu près un salarié sur 10 dans l'industrie. Pour le gouvernement, eh bien, les nationalisations sont un acte politique. Là où est la propriété, là est le pouvoir, écrivait François Mitterrand dans la préface du manifeste du Parti socialiste en 1972. Mais ceux qui croient que le gouvernement ne fait qu'obéir au programme d'hier, aux promesses électorales, bref, à une certaine idéologie, se trompent. Les nationalisations sont pour le gouvernement l'épine dorsale d'une nouvelle politique industrielle à 3 étages. Le premier, eh bien, quelques grands groupes internationaux dont la stratégie est élaborée avec le plan et dont le financement est public. C'est aujourd'hui tous ces groupes dont nous allons parler. Deuxièmement, un tissu industriel de petites entreprises privées qui doivent être revitalisées. Enfin, troisièmement, une aide aux créateurs d'entreprises et aux chercheurs. Vous allez tuer la vitalité de ces groupes, disent les adversaires des nationalisations, ce à quoi le gouvernement rétorque, eh bien ces entreprises ne reflétaient plus l'esprit industriel, on pourra juger sur pièce. De cet épais projet de loi concernant les nationalisations, il faut retenir ces 5 précisions. 1. Toutes les banques dont les dépôts dépassent 1 milliard de francs sont nationalisées, à l'exception, vous l'avez dit, des banques étrangères. Au total, il y en aura 36. Les filiales des banques françaises à l'étranger seront également nationalisées. Les sociétés mères des 5 groupes industriels sont nationalisées à 100% et les filiales dans lesquelles les sociétés mères détiennent plus de 50% sont donc également concernées. Certaines filiales seront rendues au secteur privé. Enfin, pour l'indemnisation, eh bien, la valeur des anciennes actions sera ainsi calculée pour moitié sur la valeur du cours de cette action pendant la période de 3 ans, pour l'autre moitié à partir des bénéfices et des actifs de ces sociétés. En conclusion, le gouvernement a écouté le Conseil d'État pour les indemnisations, mais il est resté sur sa position en ce qui concerne l'étendue des nationalisations, aussi bien industrielles que financières. Ce soir, on dit dans certains cabinets ministériels que c'est la tendance dure qui l'a emporté. Ainsi donc, nous le disions, le chef de l'État aura été rapidement jusqu'au bout de ses engagements. Il faut dire que pour lui, ce texte sur les nationalisations est beaucoup plus qu'un symbole. Historiquement, il y a une manière de se passerelle avec les grands moments de la gauche, 36, et puis l'immédiate après-guerre. Mais on peut remonter encore beaucoup plus loin. Jean Lebert. Colbert est le premier fondateur des entreprises publiques. En 1661, il transforme les Gobelins en manufacture royale des meubles de la couronne. Y furent tissées des compositions de Poussin, Raphaël, Lefebvre. Sous le règne de Louis XIV, les manufactures royales étaient directement administrées par l'État. Après la Révolution française et le libéralisme industriel du XIXe siècle, la doctrine de la nationalisation prend corps progressivement. La guerre de 1914-1918 contraint l'État à se faire fabricant d'armes, assureur, transporteur. Le retour de l'Alsace à la France à la signature du traité de Versailles fait passer les potasses d'Alsace sous contrôle public. En 1936, le gouvernement du Front populaire nationalise les industries d'armement. Cette loi sera appliquée en partie. En 1937, la fusion forcée des réseaux privés de chemin de fer aboutit à la création de la SNCF.
Après le Front populaire, la progression de l'État patron se fait en 2 étapes. Le régime de Vichy concrétise un interventionnisme renforcé par le biais des comités d'organisation. L'État prend le contrôle d'Havas et crée les Pétroles d'Aquitaine et la Sofirad, organisme de contrôle des radios. Quant à la Libération, elle amène une vague de nationalisation. Un rapport de force entièrement nouveau s'est instauré. Il reflète le bouleversement des conceptions politiques et sociales depuis le choc de 1940. Décembre 1944, les houillères du Nord et du Pas-de-Calais deviennent les charbonnages de France. Dans la foulée, Renault l'industriel, Gnomérome la funure Snegma sont nationalisés. On les accuse de collaboration. Viennent ensuite en juin 1945 les transports aériens avec Air France et l'aérospatiale. La fin de l'année 1945 voit la nationalisation du crédit. BNP, Crédit Lyonnais, Société Générale. En mars 1946, les producteurs indépendants d'électricité sont regroupés au sein de l'EDF. Le même mois, les assurances sont nationalisées. Enfin, l'État renforce son contrôle sur la Compagnie Générale Transatlantique, qui devient une société d'économie mixte. En 1948, après la grande vague des nationalisations dont les nécessités s'intitulaient reconstruction, modernisation, plan, l'emploi public au sens large représente 3 millions de personnes et les entreprises d'État fournissent 14% de la production industrielle française. Après les nationalisations de 81, qui ont pour origine lutte contre le chômage, sortie de crise, adaptation de structures industrielles, aspiration au mieux vivre, l'emploi public représentera près de 6 millions d'emplois. Et les entreprises publiques fourniront à elles seules près de 40% de la production industrielle. Pour les institutions bancaires, en 1949, c'était près de 60% des dépôts qui transitaient par les guichets du secteur public. Avec la nationalisation de 36 banques supplémentaires, ce sera en 81 plus de 90% des dépôts qui seront drainés vers les comptoirs des banques publiques. Première réaction à cette heure, celle de la CFDT qui regrette que les établissements financiers ne soient pas tous couverts par la nationalisation. Du côté des cadres, Martine Gilson avait enquêté à l'avance dans 2 entreprises nouvellement nationalisées, donc Péchinet et Saint-Gobain. Les avis, vous allez le voir, sont très partagés. Donc vous allez voir la réaction de 2 cadres, chez Péchinet et Eugène Kuhlmann tout d'abord, et ensuite à Saint-Gobain. Un pour, un contre. Comme chaque jour, Albert Châté, 46 ans, ingénieur d'études, regagne son HLM de la banlieue nord. Après 9 à 10 heures de travail, pour 9 000 francs par mois. Prototype du cadre moyen, attaché depuis 20 ans à la même maison, Saint-Gobain. Depuis quelque temps, Albert Châté a changé de peau. Il fait partie de ceux qu'on appelle désormais les nationalisables. Il a voté Mitterrand au présidentiel, mais Giscard aux législatives. La nationalisation l'angoisse. La question m'inquiète et l'objet m'inquiète. Si notre chiffre d'affaires se trouve modifié dans son équilibre, je l'ai dit 50-50, ça veut dire que le potentiel extérieur agit pour 50% de nos résultats, donc finalement dans notre production. Si cette production se trouve atteinte, automatiquement il y a des emplois qui vont se trouver touchés. Vous n'êtes pas un fonctionnaire? Non. Non. Et je ne voudrais pas être un fonctionnaire puisque je suis justement de nature beaucoup plus actif et je suis de nature dynamique et je n'accepterai pas, disons, d'être ce qu'on appelle dans le terme proprement dit fonctionnalisé ou étatisé. Vos craintes sont fondées ou pas? Non, pratiquement non. Je n'ai pas, disons, d'éléments suffisamment précis pour dire que mes craintes soient fondées. On a quelques exemples, mais on ne peut pas dire que ce soit tout le groupe qui va en subir toutes les conséquences. Obsession du chômage sans mobile apparent. Tous les cadres ne partagent pas pourtant les inquiétudes d'Albert Châté. Un récent sondage de la CGC le prouve. 50% d'entre eux ont peur des nationalisations, mais 42% les voient d'un bon œil. Comme Daniel Baldé, 45 ans, cadre supérieur chez Péchinet et Eugène Kuhlmann depuis 20 ans. Je crois que le problème, c'est que dans les années qui viennent, la France conserve une industrie chimique performante. Et de ce point de vue, à mon avis, la nationalisation, qui encore une fois pour moi n'est pas un but mais un moyen, peut aider à la maintenir performante ou à la rendre performante dans les secteurs où elle ne l'était plus. Seulement dans ce cas-là, la nationalisation est très utile.
évidemment. Ça n'est pas non plus la panacée. Je ne crois pas que parce qu'il y aura une nationalisation, les problèmes seront réglés pour autant. Alors, dans une société nationalisée, je ne vois pas de risque personnellement plus grand que dans une société non nationalisée pour la carrière des gens de valeur. Vous n'avez pas peur de devenir fonctionnaire? Non, je crois qu'il y a beaucoup d'industries privées où on trouve sans doute dans certains secteurs un esprit que j'appellerais bureaucratique ou paperassier, et que ça n'est pas une spécificité d'une quelconque part de l'industrie, qu'elle soit privée ou nationalisée. Qu'ils soient pour ou contre, les cadres nationalisables disent qu'ils joueront le jeu, excepté peut-être quelques-uns qui, dans les banques notamment, songent déjà à la fuite vers l'étranger. Je dis, cela concerne essentiellement les cadres de très haut niveau. L'adoption de ce projet de loi par le Conseil des ministres a été accompagnée d'une déclaration du chef de l'État sur le rythme de travail du gouvernement, une déclaration rapportée à l'issue du Conseil par Pierre Bérégovoy. Les Françaises et les Français ont pu constater que ce qui a été promis s'accomplit sans que rien ne soit ajouté ni retranché. S'agissant de mes propres engagements, a poursuivi le président de la République, il m'appartient de veiller à leur mise en œuvre, notamment en ce qui concerne le calendrier, car tout ne peut pas être réalisé en même temps, d'autant que mes propositions ont été formulées pour la durée du septennat et pas pour les premiers mois ou les premières années de notre gestion. Chacun comprendra, a poursuivi le président de la République, que la France ne pourrait pas supporter en 15 mois la charge financière de propositions faites pour 7 ans, voire pour 5 ans, en ce qui concerne les mesures d'ordre législatif. Il ne doit pas y avoir de décalage entre ce qui est dit et ce qui est fait. Toute mesure annoncée prématurément, avant la délibération du Conseil des ministres, risquerait en effet d'égarer l'opinion. Le rythme de l'application de mes engagements, a conclu le président de la République, et le calendrier de leur exécution sont de ma responsabilité, de celle du Premier ministre et de celle du gouvernement pris dans sa collectivité. Voilà donc ce qu'a dit ce matin aux Français, mais aussi à ses ministres, vous l'avez noté, le président de la République, dont on a appris qu'il se rendrait en visite officielle en Lorraine les 12 et 13 octobre. Au cours du même conseil, une nomination, celle de Michel Guyot, directeur central de la police judiciaire, en remplacement de Maurice Bouvier, qui au cours de ses 38 ans de carrière fut confronté à plus de 400 grandes enquêtes criminelles, dont l'attentat du Petit Clamart et presque tous les grands enlèvements de personnalités. Le secrétaire d'État chargé des rapatriés n'assistait pas au Conseil ce matin. Raymond Courrière était venu saluer à Marseille 350 Français musulmans qui partaient pour le traditionnel pèlerinage de la Mecque. Et à l'occasion, il a annoncé un certain nombre de mesures pour permettre une meilleure intégration de ceux qu'on appelle les harkis dans la communauté nationale, mesures en matière de logement, de retraite, d'indemnisation, et puis pour les jeunes. Voilà près de 20 ans en effet que ces Français à part, entre guillemets, vivent dans des conditions parfois difficiles. Souvenez-vous de cette enquête réalisée par Pierre Faux, c'était il y a 1 an et demi. Ahmed Zerman, français musulman, ancien soldat de l'armée française. 49 ans, 11 ans de service, 1 an et demi prisonnier à l'Indochine, Croix de guerre avec une palme, mais des blessures et falloir manicure. Et j'ai fait l'Indochine et l'Algérie. Ils ont été nombreux, comme Ahmed Zerman, à s'être battus pour la France. En 14-18, en 39-45 et sous toutes les latitudes lorsqu'on avait besoin d'eux. En Algérie, les musulmans qui ont choisi la France étaient près de 300 000, versés dans les éléments supplétifs de l'armée. On les appelait les harkis. 150 000 de ces harkis, familles comprises, sont arrivés en France en 1962 avec l'ensemble des rapatriés d'Algérie. Beaucoup ont été employés à titre provisoire dans les chantiers de reboisement, de forestage ou dans des chantiers miniers. Pour cela, c'est une nouvelle vie qui commençait, dans les camps d'hébergement de Bias, de Saint-Maurice-l'Ardoise ou d'ailleurs. Des camps qu'on qualifiait parfois de camps de la honte. Conditions de vie précaires, inadaptation, impossibilité d'intégration. Pour les vieux, chaque jour davantage, le choix qu'ils avaient fait prenait la forme de l'amertume ou de l'échec.
Les problèmes sont nombreux et les harkis vont tenter de faire entendre leurs principales revendications. Libre circulation entre l'Algérie et la France, reconnaissance d'un droit à une indemnisation juste, pour tenter enfin de lutter contre les faits racistes dont ils sont parfois victimes, pour ne plus être considérés comme des Français à part. Les harkis ont fait de nombreuses grèves de la faim. Le 19 mars 1971, boulevard Raspail à Paris, Slimane Galem, français musulman, ancien député en Algérie, s'est suicidé par le feu. Moi, mes enfants, ils sont nés français, et mais à l'école, ils disent tiens, c'est un Algérien. Et j'ai mes enfants, c'est un non français, c'est son père, c'est un français, et là-bas à l'école, il dit que t'es un Algérien. J'ai choisi la France, je cours avec la France. S'il va rester un vieillard sans les yeux de France, je vais conduire. C'est moi qui vais conduire, c'est pas moi qui vais conduire, mes enfants vont conduire le vieil. Oui, puis il reste toujours ce problème donc de la libre circulation des harkis entre la France et l'Algérie. Peut-être une solution sera-t-elle trouvée à ce problème lors du voyage de François Mitterrand en Algérie. En bref, maintenant, l'adoption par l'Assemblée à l'unanimité de la proposition de loi qui inclut le 8 mai dans la liste des jours fériés, unanimité moins une voix, celle de Maurice Cauve de Murville. Une manifestation devant l'Élysée demain après-midi à l'appel de certaines radios libres qui refusent l'interdiction de la publicité sur les radios locales privées. Demain après-midi, c'est-à-dire au moment de la conférence de presse du président de la République. Le président de la République dont la cote de popularité est en baisse dans Paris Match, moins 12 points, mais le solde reste largement positif, 49 bonnes opinions contre 28 mauvaises opinions. Et enfin, le refus d'Henri Fisbin et de ses amis d'obtempérer à la mise en demeure du comité central du Parti communiste. À l'étranger maintenant, cette grosse inquiétude du gouvernement ouest-allemand devant la montée de la violence à Berlin. Hier soir, en effet, un jeune manifestant est mort au cours de violents affrontements avec la police lors de l'évacuation d'immeubles occupés par des squatters. Sur place, notre envoyé spécial en Allemagne, Michel Meyer. Berlin-Ouest, ville turbulente s'il en est, le bout à bout annuel des marches de protestation permettrait assez vite de faire le tour de l'Allemagne. Ces marches font tout simplement partie du paysage. Mais les nouvelles révoltes des derniers mois et semaines semblent plus graves. Les tumultes de Berlin sont-ils les signes avant-coureurs de secousses et de troubles plus profonds? On se le demande de façon plus pressante au spectacle des 300 maisons occupées et d'une population de plus de 100 000 jeunes à la quête d'autres formes de vie et de société. La cible, un monde dominé par le profit. La méthode, l'occupation des immeubles vides livrés aux démolisseurs et aux spéculateurs. On a détruit d'anciens quartiers, il n'y a plus de logements, et maintenant on veut construire des immeubles modernes qui sont très très chers. Il y a beaucoup de monde dans cette ville qui ne peut pas payer ces logements. Et il y a là surtout les jeunes qui ne veulent plus accepter cette situation, qui ont occupé les maisons qui sont vides. Et il y en a d'autres qui veulent constituer un réseau pour préparer des actions pour lutter contre cette société. Ils veulent casser cette société qui s'appelle société de cochons. Dans cette maison occupée de Berlin, ces petits déjeuners amicaux filmés il y a peu sont désormais de l'histoire ancienne. La police a contraint hier ces jeunes à l'évacuation de l'immeuble qu'ils occupaient. Pour protester d'une part contre le fait qu'il y ait tant de maisons vides à Berlin, nous disait-on ici, mais aussi pour y vivre comme nous l'entendons, c'est-à-dire près de la ville. Wohnraum zu schaffen, der lebensgerecht, bedürfnisgerecht ist. Notre vie ici en autogestion, c'est le refus de toute autorité, qu'elle vienne de l'État ou d'où vous voulez. C'est le refus de la marche à travers les institutions, comme on disait encore en 68. Ce fut d'ailleurs de la merde, nous dit textuellement Herbert, 20 ans, étudiant en rupture d'université. Il est temps pour nous, très concrètement, de prendre ce que nous voulons. Plus question de prier qui que ce soit. À Berlin, c'est aujourd'hui le calme après la bataille. À la mairie, le monde politique retient son souffle. La solidité des lieux n'est qu'un leurre, car on sait bien que les déploiements policiers ne peuvent être la réponse aux occupants d'immeubles et à des révoltes qui ont peut-être trouvé hier un nouveau martyr. Une première tout à l'heure à New York, un entretien Haig Gromyko. C'est la première fois en effet que les chefs des diplomaties américaines et soviétiques se rencontrent. Une rencontre qui laisse sceptiques les observateurs. Georges Bortoli.
Cette rencontre se présente sous d'assez mauvais auspices dans la mesure où elle a été précédée d'un discours assez violent de M. Gromyko devant les Nations Unies hier. Cela dit, c'est une rencontre importante parce que d'abord c'est la première rencontre à ce niveau entre l'actuelle administration américaine et les dirigeants du Kremlin, et ensuite ce qui est sur la table entre M. Haig et M. Gromyko, c'est la possibilité ou l'impossibilité de négocier sur les armements nucléaires en Europe. Vous savez que les soviétiques ont actuellement massé en Europe environ 250 fusées SS-20 qui sont des engins absolument remarquables tant par la portée que par la précision, et qu'en face les Américains en Europe n'ont rien à opposer de cette qualité au plus tôt jusqu'en 1983. Voilà pour le déséquilibre en qualité, si vous voulez. Quant à la quantité même déséquilibre, puisque selon l'Institut d'études stratégiques de Londres, les soviétiques auraient actuellement 3 fois plus d'ogives nucléaires que les Américains en Europe. Même déséquilibre d'ailleurs en ce qui concerne les armements conventionnels, puisqu'il semble que les Soviétiques aient actuellement massé en Europe 2 fois plus de chars que les Occidentaux. Alors, est-ce qu'on pourra parler sérieusement de limitation des armements dans de telles conditions de déséquilibre, et alors que les Américains estiment qu'ils sont distancés, donc que leur premier devoir c'est de rattraper leur retard? Évidemment, c'est douteux et c'est grave, puisque cela risque de nous entraîner, nous Européens, dans un double cycle infernal. D'abord, bien sûr, le cycle infernal de la course au surarmement, et puis le cycle infernal du neutralisme qui frappe certains pays européens comme l'Allemagne et qui risque à la limite de faire voler en éclats la notion même de défense occidentale. Voilà pour l'actualité à l'étranger. Dans le domaine social, fin de la grève des cheminots CGT et CFDT de Paris-Est. Le trafic reprendra complètement demain à 6 h. Grève des dockers CGT aujourd'hui afin de protester contre le refus de négociation du patronat sur les salaires, a dit le syndicat. Une grève suivie à 100% comme très souvent. Et puis des conflits sociaux également aux usines Renault de Sandouville et de Boulogne-Billancourt. La régie a annoncé aujourd'hui 2 journées de chômage technique les 5 et 6 octobre dans certaines usines du groupe. Et puis aujourd'hui, l'ouverture du SICOB aux professionnels, le SICOB qui permet chaque année de faire le point sur l'équipement de bureau. C'est ainsi que la secrétaire qui a tapé ces quelques notes va pouvoir découvrir en même temps que vous ce qui va lui faciliter la vie dans quelques années, et ce grâce à Patrick Esther. Voici une secrétaire moderne, elle est équipée du matériel dernier cri que présente au SICOB l'une des 4 sociétés françaises fabriquant du matériel de bureautique. Cette machine de traitement de texte est en fait un micro-ordinateur. Elle fait la mise en page, tape les factures, les circulaires, en changeant toute seule les noms, les adresses, les sommes et même des paragraphes entiers. Cette machine va chercher sur des mémoires magnétiques tout ce dont elle a besoin. Utilisée par exemple chez un avocat, elle peut reproduire directement des articles du code pénal. Summum du rêve, branchée sur un téléphone, elle permet à la secrétaire de travailler en restant chez elle. Ça, c'est la secrétaire du SICOB. La secrétaire 1981 est encore loin de cette situation idyllique. Ce matériel ne sera banalisé que dans une dizaine d'années. Anne est secrétaire depuis 4 ans. 2 années de travail intérimaire lui ont donné une grande connaissance du milieu du secrétariat. J'ai travaillé dans un peu dactylographique avec une dizaine de secrétaires dans un endroit très petit. Beaucoup de travail à faire sur des machines pas très modernes. Il y avait 2 personnes chargées de surveiller l'ensemble des dactylos, de s'assurer qu'elles n'étaient pas toujours en train de bavarder, qu'elles n'étaient pas en train de rêver sur leur clavier. Donc on était rappelés à l'ordre exactement comme dans une école maternelle. Et comment étiez-vous considéré ? Je pense que les patrons n'ont pas tellement de considération pour les dactylos. Si les patrons changeaient plus souvent les rubans des machines, il est probable que le matériel évoluerait vite. On achète une machine neuve parce que c'est rentable, non parce que cela arrange la secrétaire. L'ambiance de travail dans un bureau n'est pas qu'une question d'électronique. À quelques jours de l'ouverture d'un autre salon, celui du cycle, les constructeurs français interpellent le gouvernement. Voilà plusieurs mois en effet que l'industrie du cyclomoteur est en chute libre, et cela coïncide très précisément avec l'obligation de porter le casque qui rebute depuis 2 ans un certain nombre d'acheteurs potentiels. Christian Marimono. Le cyclomoteur, ce moyen de locomotion commode pour les jeunes, est menacé. Depuis 1974, la production française s'est effondrée. Les raisons de cette chute ?
le port obligatoire du casque, répondent les constructeurs. 3 exemples pour illustrer cette thèse. Au Japon, le port du casque n'est pas obligatoire, la production a été multipliée par 4. En Italie, même situation, elle a doublé en 8 ans, également en Suisse. En revanche, tous les pays qui ont rendu obligatoire le casque connaissent de fortes baisses. C'est le cas de la Hollande et de la Belgique. En France, elle a eu pour conséquence la perte de 5000 emplois. C'est pourquoi le premier constructeur français assure que l'abandon du port obligatoire du casque aura des répercussions positives sur l'emploi. Je puis assurer que si les pouvoirs publics acceptaient de revoir ce statut, c'est la création de 4000 emplois nouveaux que notre profession est capable de faire. Et ces 4000 emplois nouveaux viendraient notamment du marché intérieur, mais de la répercussion que l'augmentation du volume du marché intérieur donnerait sur nos possibilités d'exportation. Et la sécurité. Selon les spécialistes, le cyclomoteur est 10 fois moins dangereux que la moto. Les pouvoirs publics saisis de cette affaire n'ont pas encore réagi. Cependant, un comité interministériel sur la sécurité routière est prévu en octobre prochain, avec probablement à l'ordre du jour le casque. Voilà les pronostics de Pierre de Bresse maintenant pour le quartet de demain dans le handicap de la Seine à Maisons-Laffitte, le 1, l'As, donc vous le voyez, le 7, le 14, le 17, le 4, le 13, le 10 et le 15. Non partant le 8, me dit Bijou. Cyclisme, les Français ont encore échoué dans Paris-Bruxelles, remporté par le Belge Roger de Vlaminck au sprint devant, vous allez le voir, le Hollandais Jan Raas, premier tricolore Patrick Bonnet, 6e, qui s'était déjà distingué dans le Tour de l'Avenir. Mais voilà, plus de 18 ans que les Français n'ont pas réussi à remporter Paris-Bruxelles. Voilà maintenant, à la limite du sport et disons du cas social, il faut bien le dire, l'exclusion par son club, l'OGC Nice, de l'escrimeuse Christine Fekete, qui avait été championne du monde des moins de 20 ans. Prétexte la publication d'une photo dans Nice Matin, les seins à l'air, et puis des déclarations plutôt libres. Mais en fait, il semble bien qu'il s'agisse d'une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle a le verbe haut, elle agace, elle irrite. Du haut de ses 23 ans, elle adore ou déteste et joue la comédie. Sportive anticonformiste, elle ne respecte pas ses maîtres. Pour ses insolences, l'équipe de France lui ferme ses portes malgré son talent. Les parents hongrois, slaves, nés en France, un personnage orgueilleux, généreux, déconcertant, qui parle de sa vie sexuelle avec les journalistes et laisse photographier ses seins. Lorsque son club agacé l'expulse, Christine se révolte et ne comprend pas. C'est la Côte d'Azur, c'est Nice. Alors pensez donc qu'un sein nu, pensez donc comme c'est méprisable. J'aime la vie, j'ai la rage de vivre, figurez-vous. J'aime sortir, j'aime manger au restaurant, j'aime la grande vie. J'aime tout dans la vie. Tout ce qui se propose, toutes les distractions m'amusent énormément. C'est pas ce qu'on demande à une sportive de haut niveau? Peut-être pas, mais n'empêche que sur le plan sportif, j'ai toujours été absolument de A à Z, j'ai toujours été impeccable. Le club a craqué et a exclu Christine Fekete, car une sportive de haut niveau doit être un exemple pour les jeunes. Cette décision n'est pas sans appel, mais Christine ne changera pas de vie. Tout le monde a le droit à une vie personnelle, mais il ne faut quand même pas en mettre dans les journaux, tel que cela a été. Et cet ensemble d'interviews et de propos tenus soit à la salle, soit à l'extérieur, sont contraires à l'éthique et à la morale de notre club. Vous avez en ce moment toute la presse contre vous, vous apparaissez vraiment comme des puritains et des rétrogrades. Si peut-être qu'il y en avait un peu plus, ce serait pas plus mal. Je suis comme je suis. On m'accepte, on veut me garder ou bien on m'élimine. C'est à eux de savoir. Finalement, on vous prend pour une machine à gagner des médailles et c'est tout, vous n'avez pas le droit de vous exprimer. Exactement, sois belle et tais-toi, c'est exactement, c'est bien ce que je pense. Voilà, en tout cas, elle s'est pas tue ce soir. Les résultats du loto, le 9, le 14, le 19, le 24, le 26 et le 34, avec comme numéro complémentaire, vous le voyez, le 40. Enfin,
La météo, pour compléter tout à fait ce journal, le temps sera très nuageux de la Bretagne et la frontière belge avec quelques pluies éparses, surtout près des côtes. En Corse, il y aura le matin quelques ondées résiduelles, comme on dit, à tendance orageuse. Puis du soleil l'après-midi sur le reste de la France, du soleil avec des nuages passagers après dissipation des brumes matinales présentes de l'Aquitaine aux régions du Nord-Est. Voilà, Laurent Broumède m'avait laissé ce petit mot parce qu'il est ce soir à Douai pour son émission. Dernier journal aux alentours de 23h20 après cette émission, justement présentée par Alain Valentini. Et demain, Antenne de Midi aura comme invité l'écrivain Milan Kundera. Bonsoir à tous, à demain 20h.